Bonjour à tous et bienvenue dans les Critiques à la bourre, petite émission, petit podcast où on parle film, où on parle cinéma, et c'est une édition spéciale car déjà la première de 2025, donc bonne année, et c'est une spéciale 2024 où on va parler de 3 films qui sont sortis en 2024. Avant toute chose, merci à ceux qui écoutent l'émission sur Spotify ou qui la regardent sur YouTube, ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. C'est une émission qui me tient à cœur et puis encore merci. On perd pas plus de temps et on enchaîne avec le premier film. Et notre premier film, c'est Face à la mer, réalisé par Joachim Rønning, qui est sorti chez nous le 19 juillet 2024 directement sur Disney+. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte ? On retrace la vie de Trudy Ederly, la première femme à avoir traversé la Manche à la nage en 1926. On suit cette fascination qu'elle a eue pour la nage très tôt dans sa vie. On suit sa vie et puis sa progression, tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer jusqu'au moment où elle a décidé de traverser cette Manche à la nage pour prouver au monde que les femmes étaient capables autant que les hommes, voire plus. C'est un film qui s'inscrit évidemment dans une période où, comme je l'ai dit, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Ils commencent justement à revendiquer leur place dans des domaines qui sont plutôt masculins, notamment le sport. Très vite, elle est remarquée, très vite, elle prouve qu'elle est capable de battre des records. Très tôt, alors je ne pourrais plus vous donner l'âge, je sais plus, mais très tôt, elle arrive à battre plusieurs records en termes de temps de nage, en termes de temps de... des records, quoi. Elle bat plusieurs records, et elle se fait très vite remarquer, et elle arrive à rejoindre l'équipe olympique américaine pour les Jeux Olympiques de 1924 en France. Et là-bas, elle gagne encore une fois, elle bat plusieurs records, elle gagne plusieurs médailles, mais ça lui suffit pas, elle veut encore prouver davantage, et elle se met en tête de traverser la Manche à la nage, chose qui est très compliquée à faire, même des hommes confirmés, même des nageurs confirmés ont quand même pas mal de mal à faire cet exploit, et elle va réussir. Elle va réussir en 1926 et elle va prouver à tout le monde que les femmes sont capables, et en plus elle va battre un nouveau record, c'est-à-dire le temps de traverser. Elle va battre le record masculin, et donc voilà. C'est un film évidemment, je l'ai pas dit, j'ai pas parlé de Daisy Ridley, évidemment. Daisy Ridley dans le rôle principal qui joue Trudy Ederly. Alors Daisy Ridley, pour ceux qui la resituent pas, c'est elle qui joue Rey dans Star Wars épisode 7, 8, 9. Elle n'est pas dans son meilleur jour dans ses Star Wars, donc forcément que certains l'ont catégorisée dans la mauvaise actrice, mais là elle prouve qu'elle arrive vraiment à jouer, à être une bonne actrice. Dans ce film, elle est épatante, hein, vraiment. Elle joue parfaitement bien, d'une justesse très impressionnante. Pour jouer Trudy Ederly, elle arrive justement à capter cette intensité, elle parvient à capter la personnalité complexe qui était Trudy Ederly. C'était une jeune femme déterminée, mais à la fois vulnérable, galvanisée par ses ambitions, mais aussi par le poids des attentes, que ce soit au niveau de sa famille ou au niveau de la société. Évidemment, l'eau est beaucoup présent. C'est à la fois une alliée de Trudy puis une ennemie. La mise en scène est très bien amenée. Il y a un travail justement sur la photographie, je trouve, qui met en avant ces couleurs un peu, évidemment, l'eau un peu bleue. C'est une photographie un peu terne, mais c'est voulu. Ça apporte encore un côté un peu plus authentique. Et voilà, la photographie est excellente. Alors je ne sais pas qui était le chef-op, mais voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un film j'y allais sans trop d'attente, hein, je vais être honnête, quand j'ai été le voir sur Disney+, hein, je rappelle qu'il est sur Disney+. Et voilà, moi j'ai été agréablement surpris. C'est un film qui brille par la richesse de cette thématique, hein. Comme je l'ai dit, ça parle de l'émancipation féminine, la résilience,
c'est plus qu'une histoire de victoire, justement, c'est une leçon sur la capacité de se relever. Parce que je ne l'ai pas précisé, je ne suis pas rentré forcément dans le détail de l'histoire, mais Trudy Ederly, à ses 5 ans, elle était atteinte de la rubéole. Les docteurs, les médecins la voyaient déjà morte, mais elle s'en est sortie. Et bon, elle a quand même perdu l'audition sur une oreille, mais elle s'en est sortie. Et elle a surmonté, que ce soit des blessures physiques, des blessures morales, et elle a réussi à tenir bon pour la traversée de la Manche. C'est également une quête de reconnaissance. Comme je l'ai dit, voilà, elle n'aspire pas seulement à traverser la Manche, mais à prouver qu'elle est l'égale d'un homme dans un domaine où justement les hommes l'attendent pas du tout. Il y a peut-être un problème de rythme, je dirais quand même, dans le film. Vers le milieu du film, il y a peut-être une redescente, mais c'est vite rattrapé par tout le moment du film où ça se passe justement dans le nord de la France et justement pour cette traversée. Je peux que vous le conseiller, comme je vous l'ai dit en plus, il est disponible sur Disney+. Donc il n'y a aucune raison de ne pas aller le voir. C'est un film visuellement captivant et porté en effet, comme je l'ai dit, par une performance mémorable de Daisy Radley. C'est un très bon film. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des mauvais côtés. Il y a des mauvais côtés. Peut-être une petite longueur, mais c'est pas dérangeant. C'est clairement pas dérangeant. Et ça montre l'évolution du sport qu'il y a pu avoir au début des années 20, la prise de conscience de certaines choses, notamment même au niveau des tenues des femmes, parce que j'en ai pas parlé non plus, mais quand les femmes se baignaient, c'était presque combinaison intégrale. Grâce à cet exploit et à tout ce qu'elle va faire ensuite, elle a réussi à débloquer quelque chose en termes de droits des femmes, même de manière générale, pas que dans le sport. Et donc voilà, et pour information, Trudy Ederly nous a quittés en 2003, donc c'est entre guillemets assez récent. Elle a eu évidemment des séquelles de cette traversée de la Manche. Elle a notamment perdu totalement l'audition, elle est devenue sourde. Elle savait que que ça faisait partie des risques d'exposer ses oreilles à de l'eau. Voilà, forcément ses oreilles étaient fragiles. Mais elle a continué quand même à exercer dans le sport. Elle a notamment été entraîneuse après par la suite. Voilà, c'est un message de combativité, un message d'espoir presque. C'est un film qui est magnifique. Et puis bon, toutes les parties dans la Manche sont filmées d'une justesse. On a presque l'impression d'être en train de nager avec elle. Elle est dans sa bulle et on arrive à le ressentir parce que il y a plusieurs scènes quand elle traverse la Manche où il y a zéro musique. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la musique, mais c'est la bande originale, c'est Amelia Warner qui s'occupe de faire les morceaux de ce film. Et ça marche assez bien. C'est des thèmes qui sont assez intenses, tandis qu'il y a des thèmes justement minimalistes. Elle arrive à bien accompagner le film et la vie de Trudy Ederly. Je ne peux que vous le conseiller sur Disney+. De toute façon, vous savez quoi faire si vous souhaitez le voir. Et on perd pas plus de temps et on passe au second film. Et notre deuxième film, c'est Les Chambres Rouges. Film québécois réalisé par Pascal Plante. Un film qui est sorti chez nous le 17 janvier 2024. Alors, il est sorti à l'étranger en 2023, mais chez nous, il est sorti en 2024. Donc, il rentre dans les films de 2024. Hein. Et donc, rapidement, pour l'histoire du film, on suit Kelly Anne, qui est une jeune femme qui est assez solitaire et fascinée par un procès criminel, le procès de Chevalier. Et donc, elle assiste à tous ces procès, à toutes ces audiences judiciaires, trouvant un étrange réconfort justement dans ces récits. Et dans ces récits justement de ces crimes dans les chambres rouges qui font référence justement à ces scènes de crimes qui sont décrites par les témoignages. Ces chambres rouges sont les endroits où visiblement le criminel Chevalier torturait ses victimes et les diffusait sur le dark web.
Via un blog, il partageait les tortures de ces jeunes femmes, parce que la plupart du temps, ce sont des jeunes femmes de mémoire. Et donc, Kelly Ann, justement, est fascinée par ce chevalier. Et on suit justement toute l'affaire, tout le procès et tout ce qu'elle fait autour. Elle va jusqu'à dormir dehors, près du tribunal, pour être une des premières à arriver, pour être au premier rang. Donc c'est une... Voilà, ça fait référence justement à cette fascination morbide que certaines personnes peuvent avoir. Ça explore notre rapport à la violence et au crime. C'est un film qui dépeint justement la manière dont, comme je le disais, certaines personnes se passionnent pour des affaires criminelles au point juste d'aller peut-être un peu loin et de perdre tout sens de l'éthique. Kelly Ann va faire certaines choses dans le film qui sont vraiment limites et qui peuvent mettre mal à l'aise, juste pour attirer l'attention de ce chevalier. Parce qu'elle plante justement, nous questionne sur la frontière de la curiosité légitime et le voyeurisme malsain. Elle est sur cette ligne, et de temps en temps elle passe le côté malsain. C'est un film qui, voilà, les chambres rouges, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et justement, je parle des chambres rouges, mais justement l'endroit, les chambres rouges, ça symbolise justement l'espace de la scène de crime et justement le recoin sombre qu'on a tous en nous, dans l'esprit humain, le côté sombre de l'humain. Voilà, ça symbolise la fascination et la répulsion que certains ont pour les criminels et les tueurs en série, parce que là en l'occurrence c'est un tueur en série. Hein. Et là, pour parler du personnage de Kelly Ann, c'est presque un refuge où elle peut fuir sa propre solitude. Mais c'est aussi un miroir de ses propres contradictions morales. Je l'ai pas dit, je viens de capter, mais Kelly Ann est jouée par... j'ai pas son nom, je suis navré, attendez. Je peux vite trouver le nom. Juliette Garepi. Alors, je ne connaissais pas l'actrice, mais elle est excellente dans son rôle. Justement, dans ce rôle un peu qui rend presque mal à l'aise. Alors, le casting entier, je ne connais pas du tout, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un film québécois, un film canadien. Je sais, j'ai un doute. Je crois que c'est québécois. Excusez-moi, canadien, enfin, si j'ai des gens qui m'écoutent et qui me regardent, qui sont canadiens ou québécois, désolé, je sais plus si le film vient du Canada ou du Québec. Mais donc voilà. C'est un film qui traite de la violence, justement, sans montrer une scène de violence, ce qui est peut-être encore pire. Lors du procès, par exemple, un des avocats, l'avocat de Chevalier, va montrer... l'avocat des victimes va montrer les fameuses vidéos que Chevalier a pris et qu'il a diffusées en direct sur le dark web, où on voit ces jeunes femmes se faire torturer, alors qu'il y a la famille de ces jeunes femmes dans le tribunal. Et pour des soucis de respect, ils vont demander à toute l'assemblée de sortir et de laisser uniquement que les familles et les avocats. Donc la caméra va sortir aussi. Et Kelly Ann également, bien sûr. Et on est à côté de Kelly Ann, juste derrière la porte. Et on voit pas les vidéos, mais on les entend. On entend les vidéos, on entend tous ces bruits de métalliques, on entend les cris de douleur et d'effroi des victimes. Ce qui est peut-être encore pire, on voit jamais une des vidéos, même quand Kelly Ann les regarde chez elle devant son PC. On a juste son visage éclairé en rouge par l'écran. Et on entend les cris de douleur et de peur des jeunes femmes, ce qui est encore pire parce que ça fait travailler votre imagination et vous imaginez, enfin voilà, c'est fait d'une manière assez brillante, je trouve. Ça ne montre aucune scène violente, aucune scène qui pourrait choquer, mais évidemment, comme je l'ai dit, ça fait travailler l'imagination, ce qui est peut-être encore pire. Donc voilà, les points forts. On va faire ça, on va aborder rapidement les points forts. Donc je l'ai dit, l'actrice principale nous livre une performance intense en Kelly Ann. Il y a un scénario qui ose aborder justement des thèmes assez difficiles. Il y a une réalisation qui est assez soignée également.
Au début, vraiment au début du film, il y a très peu de... Enfin, au début du film, de toute façon, on suit le début du procès. On est dans ce procès, et c'est presque un plan séquence, d'ailleurs, maintenant que j'y pense au début. Maintenant que j'y repense, les gars, ouais. Je crois que c'est quasiment un plan séquence au début où on découvre l'affaire, les avocats vont parler à tour de rôle, la caméra se balade dans la salle d'audience. C'est de mémoire quasiment un plan séquence. Il y a des belles idées de mise en scène, mais il y a des points faibles encore une fois. Le même défaut que pour Face à la mer, je trouve. Il y a un rythme qui est assez inégal. Il y a des longueurs et puis ouais, des fois t'es en mode bon, ça je dois y venir également. Le sujet peut déranger certaines personnes, évidemment, parce qu'on parle de tueurs en série, on parle de... Encore une fois, voilà, ça joue sur la thématique de ce film. Ça va déranger certaines personnes comme ça va fasciner certaines personnes. Et ça aborde voilà, d'autres jeux, d'autres thèmes. Justement, j'ai ma langue à fourcher, mais les jeux d'argent, ça parle de jeux d'argent, ça parle de fascination morbide. C'est un film qui va laisser personne indifférent, ça c'est sûr et certain. Ça offre une réflexion intelligente sur des thèmes contemporains comme la fascination de la violence et la frontière entre l'empathie et le voyeurisme. C'est un film qui m'a marqué, que j'ai découvert très tardivement, mais qui m'a marqué. Pour tout vous dire, il est dans mon top 10. Hein. De mémoire, il est dans mon top 10 de 2024, pour vous dire à quel point il m'a marqué. Il n'est pas disponible sur des plateformes de VOD gratuites. Enfin, en tout cas, genre Netflix ou Disney+, ce genre de choses, en service VOD. Mais il est dispo en VOD payante sur des sites comme Canal VOD ou même sur YouTube. Vous pouvez le trouver assez facilement en VOD payante. Je vous invite évidemment à utiliser des services payants pour regarder vos films, ne serait-ce que pour le respect de l'œuvre, évidemment. Alors je sais pertinemment qu'il y en a qui le feront pas, mais je vous invite fortement à le faire. En location, c'est pas très cher. En location de 48 heures, c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet de découvrir cette œuvre qui est assez marquante. Et une œuvre, un cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Cinéma québécois, de mémoire, il n'y en a pas beaucoup de films québécois qui arrivent à s'exporter jusqu'en France. Alors, il y a ce côté accent québécois qui peut peut-être un peu déranger au début, mais on s'habitue très vite. Et c'est un film qui m'a marqué, voilà, encore une fois. De toute façon, les 3 films dont je vais vous parler là, c'est 3 films qui m'ont marqué. Et celui-ci est dans mon top 10. Et le prochain qu'on va aborder également est dans mon top 10. D'ailleurs, sans plus attendre, attaquons le 3e film. Et notre 3e film est Civil War, un film réalisé par Alex Garland qui est sorti le 17 avril 2024 en France. Au casting, on retrouve Kristen Dunst, Wagner Moura ou Kali Spaini, désolé pour les prononciations, Kaylee qu'on a pu voir aussi dans Alien Romulus quelques mois après. Et donc c'est un film qui se place dans des États-Unis dystopiques ou dans un futur proche où les tensions politiques et sociales ont atteint leur paroxysme, plongeant le pays dans une guerre civile. Et donc on suit un groupe de journalistes de guerre, un groupe de photographes de guerre qui couvrent ce conflit et qui ont comme objectif d'aller interviewer le président qui fait partie du camp qui est en train de perdre, et ils doivent traverser tous les États-Unis. Et on suit leur road trip à travers ce pays qui est à feu et à sang. C'est un film qui fait un peu écho à certains conflits actuels, évidemment. C'est un film qui fonctionne comme une parabole sur les fractures idéologiques actuelles. Garland arrive à dépeindre une société où c'est vraiment polarisé, ça atteint un point de non-retour. Vraiment, c'est 2 camps qui s'affrontent pour des idéologies complètement opposées. Et on est au milieu de tout ça avec ce groupe donc Kristen Dunst qui joue Martha Lee, une journaliste voilà qui est une vétérante, et Kaylee Spaini qui joue
une jeune journaliste qui peut prendre comme exemple le personnage de Kristen Dunst. C'est un film qui est hyper intense, je trouve. Évidemment, bon, les messages sont pas hyper beaux. C'est un message, voilà, ça met en avant les conflits, les conflits qui peuvent peut-être un jour arriver, évidemment. Il y a des choix, on suit les personnages qui doivent faire des choix éthiques entre leur survie et aider leurs prochains, alors que eux, leur métier, c'est juste de prendre des photos. Hein. Ils prennent en photo des... et en fait, pareil, il y a un côté assez malsain, mais ça fait partie de leur métier. Ils doivent prendre des photos. Donc des fois, ils se mettent à prendre des photos de soldats blessés au lieu d'aller les aider. Alors ce ne sont pas voilà, ce ne sont pas des soldats. Et évidemment, donc, je le disais, les thèmes principaux, c'est la division sociale et politique. Chaque camp se considère comme le porteur d'une vérité absolue et a aucun scrupule à tuer fameux enfants qui sont pas du tout d'accord avec eux. Où il y a des scènes assez marquantes. Hein. Il y a des scènes vraiment marquantes, marquantes évidemment pas visuellement par leur violence et par les décors qui sont complètement les villes qui sont complètement en ruine. C'est un monde où les institutions ont échoué et les personnages qu'on suit doivent redéfinir leur valeur morale. C'est un film évidemment qui interroge sur la manière dont les conflits redéfinissent les identités des personnes. C'est un film de guerre, je crois, de mémoire, hein, de ce que, bon, j'ai pas vu tous les films de guerre, mais je crois que c'est un des rares films de guerre qui prend le point de vue des journalistes de guerre, des photographes de guerre. On n'est pas derrière un camp à, à, à vivre le conflit, c'est vraiment là, on, euh, on subit le conflit en tant que en suivant ce groupe qui est voilà, qui se doit d'être neutre en tant que journaliste, bien évidemment, hein, ça n'arrive pas tout le temps, mais et puis voilà, c'est comme je l'ai dit marquant, c'est un film qui est hyper marquant, même la mise en scène est assez oppressante, mais oppressante dans le sens où Garland il arrive à utiliser, il utilise fréquemment les gros plans sur le visage pour capturer l'émotion, l'intimité. Tu as vraiment l'impression, as vraiment cette impression d'être avec eux dans leur groupe et d'être au milieu de danger. De danger de la guerre. Hein. Il y a même parfois un côté assez documentaire. Enfin, ça pourrait faire croire à des documentaires par moment, parce que la caméra, c'est vraiment caméra épaule des fois où tu suis les personnages dans leur course pour éviter les balles, en l'occurrence. Il y a des scènes qui sont hyper marquantes par par leur photographie et leur visuel. Je pense notamment il y a une scène où ils traversent une forêt qui est complètement en flammes et ça donne des visuels, ça donne leur 4x4 au milieu des flammes, là, au milieu des arbres en feu. L'image est grave, mais l'image est belle. En termes de visuel, c'est marquant, c'est beau. Et on alterne comme ça des scènes un peu psychédéliques, voilà, un moment très calme avec des moments de grosse tension. Il y a notamment une scène avec un sniper également qui est hyper prenante. C'est voilà, c'est un film qui va vous prendre aux tripes, hein, vraiment. C'est par ce côté presque réaliste en fait. Hein. Comme je l'ai dit, alors ça se passe dans un futur proche, dans une Amérique fictive et dystopique. Donc voilà, il a pris dans le film, il y a des points qui sont très très marqués, mais c'est volontaire. C'est malgré le ton un peu sombre du film, il y a des moments d'humanité qui émergent, qui suggèrent que dans ce chaos, les connexions humaines peuvent subsister. Mais le film nous laisse sur un goût amer. Le film nous laisse quand même sur un goût amer. C'est une fin douce et amère. Enfin, même pas douce et amère en fait. C'est un film le film se finit, t'es en mode en fait l'avenir est pas glorieux enfin, en tout cas dans ce monde fictif l'avenir n'est pas glorieux du tout. C'est une œuvre voilà, c'est un film qui est dense, qui est visuellement fascinant et
et voilà, il utilise le prisme de la science-fiction pour explorer des questions universelles et voilà, des divisions culturelles, divisions idéologiques. Voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées. La photographie est volontairement sombre et, euh, et sobre pour vraiment appuyer ce côté il n'y a plus d'espoir. Mais voilà, alors comme ça, j'ai l'impression, de la façon dont j'en parle, vous avez vraiment l'impression que c'est un film triste, sans espoir. Mais en vrai, voilà, il y a des beaux messages. Le fait de voir ce groupe de journalistes vraiment soudés qui affrontent voilà, évidemment tout ce qu'ils vont traverser ensemble pour aller jusqu'à Washington et cette scène de fin où les journalistes ont presque pris, c'est pas qu'ils ont pris parti, c'est qu'ils suivent un groupe qui prend d'assaut la Maison Blanche et il y a des scènes d'affrontement. Tu te dis mais à tout moment ils vont prendre des balles. Mais voilà, c'est cette mise en scène. Et là, c'est ce côté-là aussi, cette scène de fin, il y a ce côté immersif, où caméra à l'épaule, où t'as vraiment l'impression d'être avec eux, t'as vraiment l'impression de voir un documentaire. Il y a des scènes comme ça qui sont très marquantes. J'ai pas parlé Enfin, je vous ai cité le casting, mais ils sont tous excellents dans leur rôle. Kaylee Spaeny, je suis toujours pas sûr de la prononciation. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, elle apparaît aussi dans Alien Romulus où elle est excellente. Et donc, je crois qu'Alien Romulus c'était juillet, août, je sais plus. Mais en l'espace de 3 mois, on l'a vu 2 fois au cinéma. Et ça a fait un peu décoller sa carrière. Plus que. Enfin, en tout cas, ça l'a fait découvrir au grand public. Et c'est une bonne chose parce qu'elle est hyper douée. Et elle reviendra probablement dans la suite d'Alien Romulus. Hein, il y a une suite qui est prévue. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler d'Alien Romulus, on y viendra peut-être un jour. Mais Civil War, pareil que Les Chambres Rouges, message, sujet un peu grave, un peu fort, mais qui aborde des sujets, des thématiques importantes, et qui n'est pas disponible sur les plateformes de SVOD, donc si vous voulez le voir, encore une fois, c'est VOD payante. Voilà pour les critiques à la bourre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'émission n'a pas été trop longue. Alors, pour rappel, je ne l'ai pas dit au début, mais pour rappel, les critiques à la bourse, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc là, bon, exceptionnellement, parce que j'ai pris un peu de retard et tout ça, ça peut arriver. L'émission paraîtra normalement pour vous le mardi sur YouTube et sur Spotify. Mais on reprendra un rythme classique dans 2 semaines, c'est-à-dire à 15h le lundi. Merci à tous d'avoir suivi. Normalement, le son pour Spotify, le son est beaucoup mieux. J'ai fait un traitement de son, bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai réussi à trouver un truc assez ok. Merci à tous d'avoir écouté, si vous avez écouté cette émission, et on se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle émission et 3 nouveaux films. C'était Les Critiques à la bourre. Salut tout le monde.